La première saison est une présentation de Bien chez soi à Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. Bonjour à tous, mon nom c'est Marie-Michelle Funk, je suis éducatrice en milieu familial. Je vous présente un autre épisode de mon podcast de la broue dans le toupette, un podcast où je regarde une situation challengeante avec les enfants et où je vous présente une perle du milieu familial. Aujourd'hui, on regarde ensemble une question qui revient quand même souvent, qui est par rapport à la qualité éducative. Donc, notre question nous vient d'Éric. On commence à chercher une garderie pour notre bébé de 9 mois. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on cherche? On veut une bonne gardienne pour elle. Il y a deux petites choses qui me donnent envie de parler dans cette question-là. Premièrement, on va regarder ensemble le mot gardienne. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent que nous, les éducatrices, on trouve ça un peu insultant, ce mot-là de gardienne, puis je sais que ça vient pas d'une mauvaise une mauvaise intention. Ça vient juste de on le sait pas trop, puis c'est pas votre domaine, on comprend, là, tu sais, mais la différence pour moi et plusieurs de mes collègues entre une gardienne puis une éducatrice, je pense que c'est important de regarder ensemble. Une gardienne, là, on va plus regarder une petite fille de 15 ans qui garde le soir quand vous allez au cinéma entre amoureux. Fait que ça va être quelqu'un qui va avoir des bonnes intentions, mais qui va souvent pas vraiment être une professionnelle. C'est quelqu'un qui va y aller avec son guts puis qui va juste surveiller. C'est plus une surveillante. Hein? C'est aussi un mot surveillante, là. Ça, c'est un mot qui vient nous chercher, les éducatrices, quand on se fait appeler surveillante. Monitrice aussi, c'est tough. Vraiment, le bon mot, c'est éducatrice à l'enfance. Puis, tous ces mots-là, dans le fond, ont une connotation chez nous, les éducatrices, qui implique un peu un manque de professionnalisme. Il y a aussi beaucoup de choses, plus, mettons, des années 90 qui sont reliées à ce mot-là de gardienne ou monitrice surveillante. C'est souvent des grands-mamans, peut-être, des grands-mamans un peu gâteaux, tu sais, le type d'éducatrice qui veut se gâter avec les bébés. Il y a moins, tu sais, d'intention pédagogique, il y a moins de réponse aux besoins de l'enfant, plus de je fais ce que je connais puis j'ai du plaisir avec eux, qui est pas une mauvaise chose, là. Il y a des bonnes gardiennes, mais c'est pas des éducatrices. L'autre chose, c'est que souvent, moi, j'associe les violences éducatives avec les gardiennes. Hein? Les violences éducatives, ça peut être très large, là. Une violence éducative, c'est tout ce que je fais qui est violent, mais que je justifie par le fait que je suis en train de l'éduquer. Fait que ça peut être la fessée sur les fesses, ça peut être taper sur les doigts, mais ça peut être aussi, par exemple, dénigrer, comparer avec son frère ou sa sœur, comparer avec les autres enfants. Ça peut être des commentaires que je passe à l'enfant, comme quoi son parent est pas correct. Ça peut être de faire des commentaires grossophobes, homophobes. C'est des trucs qui passent vraiment souvent dans notre société, là. J'en vois partout, j'en vois tout le temps. C'est ce qu'on appelle les douces violences, qui est pas un terme que j'aime beaucoup, là, parce qu'il y a aucune violence qui est douce. Dans le fond, dans le ressenti de l'enfant, ça reste que c'est une violence. Mais aux yeux des adultes, peut-être ça peut avoir l'air que c'est pas si pire que ça comme violence. C'est sûr que une ou deux fois de la violence éducative, c'est pas quelque chose qui détruit des enfants, mais sur une base répétée, alors que le parent va pas s'excuser ou va pas réparer son geste, on peut voir là, des impacts significatifs sur les enfants. Tout ce qui est violence psychologique, chantage, manipulation émotive, c'est des choses qu'on qualifie de violence éducative, qui pour moi est beaucoup plus associée à une gardienne qu'à une éducatrice. Donc, le deuxième volet de ta question, comment on choisit une bonne garderie? Je dirais que c'est compliqué. Choisir une bonne garderie, je le sais, puis je vous envoie plein d'amour, ceux qui sont dans ce processus-là de choisir une bonne garderie. Dans un autre épisode, je vais prendre le temps de regarder avec vous c'est quoi la différence entre une installation privée, un CPE, un milieu familial subventionné, puis un milieu familial privé, qui sont comme les quatre grands types de gardes ici au Québec. Ce sera dans un autre épisode. Pour l'instant, je voudrais juste
vous envoyer vers votre ressenti. Quand on choisit une garderie pour notre enfant, qui est la chose la plus importante à nos yeux, ce qu'on veut, c'est se sentir bien avec la personne qui s'en occupe. Ce qu'on veut, c'est développer un lien de confiance avec cet humain-là. En milieu familial, dans le fond, vous choisissez votre éducatrice. Vous choisissez la personne qui va passer directement 8 à 10 heures par jour avec votre enfant. En installation, dans le fond, on choisit plus la direction. C'est avec eux qu'on a nos rencontres, ils nous présentent le programme éducatif, tout ça. Leurs éducatrices vont dans ce sens-là, mais elles ont quand même toutes leurs particularités. Fait que, tu sais, c'est une dynamique vraiment différente. Vous allez sûrement pas rencontrer votre éducatrice personnellement quand vous êtes dans une installation. Vous allez rencontrer la direction, puis c'est avec eux que vous allez développer le lien de confiance. Mais il faut garder en tête que c'est pas cette personne-là qui passe la majorité du temps avec votre enfant. Elle passera sûrement aucune minute avec votre enfant. Peut-être dire un petit coucou, là, mais c'est pas elle qui est dans les groupes, puis c'est pas elle qui s'occupe des groupes. Donc, quand vous êtes en rencontre de milieu familial, j'ai envie de vous encourager à beaucoup vous connecter à votre ressenti. Comment je me sens avec cette personne-là? Souvent, là, j'ai des parents qui viennent chez moi puis qui ont une liste de questions qui sont très pratico-pratiques, qui sont beaucoup ça fonctionne comment les paiements, qu'est-ce que vous mangez, c'est quoi les activités, est-ce que vous faites des sorties. J'ai envie qu'on se détache un peu de ce côté-là. Même quand je vois des pubs, là, c'est souvent le guide alimentaire canadien qui revient dans les pubs. Je comprends pas comment ça, c'est une valeur ajoutée à n'importe quel service de garde. Dans ce qu'on mange, là, oui, c'est important, mais c'est quand même bas dans ma liste de priorités. Fait que quand je veux rencontrer une famille, moi, quand je rencontre des familles chez moi, j'installe ça dès le début en disant, le but, c'est de voir si ça clique. On pourrait parler de n'importe quoi. L'important, c'est que ça passe le courant entre nous deux. Ce qu'on dit est pas tant important. Les sujets de discussion, si tu me demandes, tu sais, est-ce que j'ai un chien, un chat, toutes ces questions-là, oui, ça peut avoir une importance, mais le plus gros morceau de la chose, c'est de voir si nous, le courant passe entre nous deux. C'est de voir si notre communication est facile. Est-ce qu'on a les mêmes repères? Des fois, il y a des différences culturelles ou il y a des différences de langue qui font qu'on se comprend pas bien. Puis moi, je pense pas que ça commence sur le bon pied si on se comprend pas bien. Ensuite, il y a des choses qu'on ressent aussi au niveau de nos priorités, nos valeurs. Tu sais, quand on discute, on va sur toutes sortes de sujets. Tu sais, parlez-lui d'elle. L'important, c'est d'apprendre à la connaître, elle. Est-ce qu'elle a des enfants? C'est quoi les choix qu'elle a faits pour ses enfants? Tu sais, discuter avec elle de la vie, de la pluie, du beau temps, effectivement de la garderie, ou tu sais, des questions comme pour voir si elle est passionnée avec les enfants, pour voir si c'est encore un métier qui la passionne. Est-ce qu'elle suit les nouveaux courants, tu sais, est-ce qu'elle connaît ça, la DME, allaitement prolongé, tu sais, si c'est des concepts qu'elle a jamais entendu parler, moi, ça me montre un indice que peut-être elle est pas très au courant de qu'est-ce qui se passe autour d'elle dans l'éducation. Elle est peut-être moins passionnée que j'aimerais. Ensuite, si elle connaît pas, mais que tu vois une belle ouverture, c'est-à-dire non, mais écoute, moi je suis toujours prête à apprendre, puis moi je vais aller faire des recherches, c'est cool, tu sais. Je pense qu'il y a quand même possibilité de travailler ensemble, là. L'important, c'est vraiment la chimie entre vous deux, parce que travailler avec un enfant, on veut faire équipe. Puis si on se sent mal parce que la relation est pas optimale, on se sent mal d'utiliser cette belle ressource-là qui est notre éducatrice à l'enfance, d'y demander « Hey, mon enfant il crie le soir, je sais plus quoi faire avec, qu'est-ce que tu en penses? » Si vous vous sentez pas à l'aise, si vous êtes comme dans une relation qui a une distance, ben vous allez pas profiter autant de votre relation avec votre éducatrice que je vous souhaiterais. L'autre chose, c'est toutes les petites politiques, est-ce que c'est quelqu'un de rigide sur ses politiques ou tu sens de la flexibilité? Je pense que la flexibilité est vraiment une belle valeur pour les éducatrices à l'enfance. Puis effectivement, on sait qu'est-ce qui marche pas. Mais moi, tout ce qui est, mettons, faut arriver avant 9 heures, tu sais,
moi, c'est pas des choses qui me rejoignent parce que je trouve que ça manque de flexibilité. On n'a pas le droit de rentrer dans la maison, c'est des choses que j'entends souvent. Faut aller exactement la chercher à l'heure qu'on a dit. J'ai pas le droit d'aller faire la demi-journée puis d'aller la chercher après le dîner. Je comprends que les éducatrices, on préfère qu'il n'y ait pas de dérangement pendant le dodo. Ça, je comprends, mais c'est écrit dans la loi, là. Le parent a le droit d'accéder au service de garde en tout temps. Ça veut dire que, faut avoir cette flexibilité-là de dire, si j'ai le matin off puis j'ai le goût de venir la porter à 10 heures, c'est-tu correct pour toi ou, on va avoir un avis, là, disciplinaire ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est important, la flexibilité. Est-ce que vous sentez que la personne est prête à travailler avec vous, avec votre réalité, ou si c'est vous qui devez fitter dans sa recette déjà toute prête? D'autres petites puces à l'oreille, est-ce qu'elle propose une intégration progressive pour le bébé? Pour moi, ça, c'est un grand signe de qualité, là, d'être à l'écoute du besoin au lieu de justement d'être coincé dans notre rigidité de « OK, je te donne un calendrier de 2 semaines, voici les heures, mais elle connaît pas encore le bébé, là, on ne sait pas si c'est un bébé facile ou pas, mais la recette est déjà faite. Ensuite, vous vraiment vous connecter à votre guts, à comment vous vous sentez avec cette personne-là. Je pense que ça va être ça le plus important. Comment elle se sent avec les jeux extérieurs? Est-ce que c'est une personne qui aime le temps dehors? Parce que je pense que comme parents, c'est beaucoup plus complexe d'aller dehors avec nos enfants. Je pense qu'on manque un peu de motivation. Puis souvent, les parents, c'est quelque chose qu'ils cherchent. Puis ça aussi, c'est dans la loi. Les services de garde, subventionnés, bien sûr, parce que les privés, ils font un peu qu'est-ce qu'ils veulent, mais les subventionnés ont l'obligation d'aller dehors 1 heure par jour. Donc, c'est important qu'elle aime le temps dehors passé avec les enfants, que ça soit pas du temps perdu à ses yeux. C'est sûr que moi, je privilégie, une pédagogie très ouverte, mais ça, c'est pas un deal breaker pour moi. C'est-à-dire que mon grand est allé en milieu de garde à l'extérieur de chez nous. À 3 ans et demi, là, j'ai décidé que j'en avais assez, que c'était terminé. Il est allé chez une personne que j'ai adorée, qui n'avait pas les mêmes valeurs que moi. Et c'était correct. C'est-à-dire, mon enfant n'a jamais subi de violence avec cette personne-là, je l'aurais jamais accepté. Je dis jamais, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a jamais subi de violence chez elle. Puis c'est juste qu'elle avait une pédagogie beaucoup plus fermée que moi, beaucoup plus traditionnelle. Elle faisait des bricolages standards là, avec des consignes dirigées, un résultat fini. Par contre, pour moi, ça c'était pas un deal breaker. Mon intention en l'envoyant dans un autre milieu de garde, c'était qu'il ait une relation significative avec cet adulte-là, que cette personne-là soit capable, qu'elle ait la disponibilité puis l'énergie pour entrer en relation avec mon enfant, puis je voulais qu'il soit aimé. Puis ça, elle remplissait full pin, là, tu sais, les attentes. Ensuite, le reste, ça reste quand même secondaire, tu sais. Pour moi, l'important, c'est vraiment les violences éducatives, comme j'ai parlé. Je veux pas, je veux vraiment pas, puis j'aurais pas de personne dans ma vie qui fait des violences éducatives avec mon enfant. Après ça, est-ce qu'elle est passionnée? Est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'elle aime le milieu familial? Est-ce qu'elle aime sa job? Je pense que c'est super important. C'est ça. Je pense qu'il faut aussi pas chercher le milieu parfait. J'ai envie de dire que c'est important que j'aie confiance à mon enfant de vivre des expériences différentes. Fait que même si à la maison, par exemple, on mange organique, puis on est vraiment très grano, là. Je me considère grano, c'est vraiment pas péjoratif, là. On fait tous les choix alternatifs qui se peuvent. C'est correct, qu'à la garderie, ils vivent des choses différentes. C'est correct que ça soit pas tel quel ma maison ailleurs. Mais c'est important que je me sente en confiance avec cette personne-là pour qu'elle l'aime, pas de violence. Ça, c'est vraiment la grosse base. Après ça, on rajoute des petites fioritures, puis ça va être de mieux en mieux si elle répond à tous les critères, mais on est capable de faire des compromis, puis c'est vraiment correct, surtout dans le contexte actuel de pénurie. Quand la relation d'attachement de ton enfant est saine, il est capable d'aller vivre des autres affaires, puis même s'il vivait des violences ou même s'il vivait quelque chose, on reste que
notre relation, elle est solide. Notre relation, elle est capable d'accueillir des difficultés. Puis, tu sais, on doit laisser notre enfant explorer le monde. On doit le laisser aller vers les autres. Puis, éventuellement, il va aller à l'école. Bon, peut-être qu'il va choisir l'école à la maison, mais éventuellement, il va rencontrer des gens différents. Puis, je sais que ça fait peur, mais l'important, c'est que la base à la maison soit solide. Ensuite, je voulais aussi dire que même la meilleure garderie au monde ne sera jamais meilleure que le milieu de la vraie famille de l'enfant. L'enfant, selon moi, est toujours mieux à la maison. Peu importe la qualité de la garderie. Ça me fait friser les oreilles quand j'entends « Ah ben, tu sais, elle s'ennuie à la maison, fait que je l'amène à la garderie. » L'important dans le développement 0-5 ans, là, c'est l'affectif, c'est la confiance, c'est la relation de l'enfant avec ses parents dans sa maison. Donc, pour moi, comme je disais tantôt, un parent qui veut s'absenter souvent, je ne veux jamais mettre des bâtons dans les roues à ça. Un parent qui veut arriver tard le matin parce qu'il veut en profiter, aller au parc avec son enfant avant de venir à la garderie, je ne veux jamais décourager ça d'une quelconque façon, parce que même la meilleure garderie, ça reste une garderie. C'est un endroit stressant, il y a plusieurs enfants, les ratios sont beaucoup plus élevés qu'à la maison. La relation avec le parent, du parent avec son enfant est la plus importante de sa vie. C'est la base, c'est vraiment la base. Puis, tu sais, des fois, j'entends comme un bébé de 12, 13, 14 mois, ben là, il commence à avoir besoin de socialiser. Avant, là, 3, 4 ans, là, il n'y en a pas de besoin de socialiser. Ça existe pas. Peut-être qu'il aime ça. Par contre, il n'y en aurait pas, puis il n'y en aurait pas de problème. La base, c'est la relation avec maman, papa. Bon, il y a sûrement des oncles, des tantes, peut-être des cousines. Mais, tu sais, je veux pas que si vous êtes en congé, puis vous êtes en mesure, puis vous avez des ressources, puis vous êtes bien avec votre enfant, envoyez-le le plus tard possible à la garderie. Puis moi, j'ai une garderie, là, puis je le dis quand même, il n'y a pas de rush d'envoyer nos enfants à la garderie. Je parlais avec quelqu'un en France que eux, là, tu sais, les parents ont presque pas de congé maternité, envoient leur enfant à 2-3 mois, là. Il y a des grandes incidences pour l'enfant, pour sa relation d'attachement. Effectivement, l'intégration est plus facile parce que l'enfant se rend pas tant compte, là. J'imagine que ça dépend des enfants, mais il y a quand même des grands enjeux à être séparés de maman le plus tôt. Puis c'est pas vrai que c'est plus facile quand ils sont bébés que quand ils ont 3 ans. Là. Moi, je l'ai fait à 3 ans et demi, puis ça s'est passé comme c'était pour se passer. Je sens pas que ça a eu un impact, le fait que c'était plus tard que la majorité. Ça va être une épreuve difficile. Puis tu sais, des années 80, là, les enfants, des fois, ils allaient même pas à la garderie, puis ils arrivaient à l'école. Puis effectivement, c'était difficile, mais ça aurait été difficile à la pouponnière aussi. Tu sais, à un moment donné, je pense pas que c'est plus difficile plus t'attends, c'est juste une période difficile. Puis ça va être difficile à 8 mois ou à 5 ans. La confiance de l'enfant va être beaucoup plus grande à 5 ans, développemental parlant. C'est vraiment correct, là. Si tu commences la garderie à 18 mois, c'est vraiment correct. Il n'y a pas plus de défis. J'ai envie de dire aussi de vous garder au moins 1 mois. Tu sais, mettons que je sais que je commence la garderie, je commence le travail, je m'excuse, en septembre, on s'organise pour que la garderie commence en août. J'aimerais ça avoir au moins 1 mois pour pouvoir stabiliser l'intégration, être disponible si ça va pas. Idéalement, là, si notre congé maternité se termine, si ça se fait autrement, là, mais ça peut être vraiment complexe. Fait que si vous êtes capable, gardez-vous 1 mois pour l'intégration. Au pire, vous aurez du temps pour vous, puis ça fait toujours du bien avant de commencer le travail. Fait que voilà, j'ai eu une super belle conversation avec Marie-Ève Baudry. Peut-être que vous la connaissez, peut-être pas, de son Facebook Chez Manon et Marie-Ève Baudry. Qui est une page Facebook d'éducatrices. Dans le fond, elle partage beaucoup d'organisations, de comment les éducatrices peuvent être heureuses dans leur travail, je pense. J'ai envie de dire que c'est ça sa priorité. C'est une de mes amies, puis je suis vraiment contente de l'entrevue qu'on a faite ensemble. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour Marie-Ève, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Marie-Michel, je suis contente d'être là moi aussi. Fait qu'aujourd'hui, on parle de qualité éducative. C'est un gros sujet, hein? C'est peut-être des termes qui font peur, mais dans le fond, ce qu'on veut discuter, c'est qu'est-ce qui fait qu'une garderie est bonne versus une autre qui est moins bonne. Qu'est-ce qui fait que nos interventions puis notre présence avec notre enfant est bonne versus moins bonne. Comment on fait pour choisir peut-être une garderie? Comment on fait pour identifier les petits points qui Mhm. font en sorte que la qualité est plus haute chez un que chez l'autre. Fait que toi, dans le fond, tu as ton milieu familial et ta page Facebook depuis plusieurs années. On dirait presque une sommité là, en éducation pour moi, en tout cas. Ça fait combien de temps que tu as ton milieu familial? J'ai mon milieu familial reconnu depuis 22 ans, puis la page depuis 8 ans peut-être. Non, moins que ça, 7 ans peut-être. Mais oui, depuis 22 ans reconnu. OK. Fait que pour ceux qui ne sauraient pas, là, dans le fond, ta page, c'est chez Manon et Marie-Ève Baudry, parce que dans le fond, Mhm. tu travailles en collaboration avec ta sœur. Oui, c'est ça. C'est que on a deux milieux reconnus, chacun à 6, mais on est dans une duplex, on habite chacun une à côté de l'autre. Donc, juste l'autre côté, ben, il y a l'autre milieu. Donc, nos groupes sont séparés, les milieux sont séparés, mais pour toute la philosophie d'intervention, pour toute, justement, la qualité éducative, toutes les réflexions qu'on fait sur ça, on chemine ensemble généralement, puis on a un bon partenariat là, pour, justement, faire avancer notre qualité éducative. Ouais, c'est vraiment beau de voir ça. Moi, j'adore ta relation avec ta sœur. C'est comme si, à un certain moment, vous étiez même sur le même compte Facebook, fait qu'on savait même pas à quelle sœur qu'on parlait. On l'a encore! Ah oui? C'est moi qui écris. Manon lit. Ah, c'est ça. Manon, Ali, toi, t'écris. Fait que c'est ça. Je voulais qu'on profite de ton expérience, puis tu sais, toutes tes belles réflexions pour discuter de qualité éducative. C'est un sujet qui revient souvent. Puis ben c'est ça, il y a beaucoup de choses qui changent hein, avec les années. C'est pas facile de toujours suivre le courant, de suivre les nouvelles avancées. Ça change super vite là dans nos yeux un peu extérieurs. Si on n'est pas des neuropsys, puis on n'est pas tout le temps là à lire les recherches là, mais ça change vite. Fait que ça serait quoi les plus grandes différences que tu dirais, mettons en général au Québec là depuis t'as commencé comme autour des années 2000 versus Oui. maintenant? Je dirais que, ben c'est certain que quand j'ai commencé en 2001, euh, on était encore au début même au début du réseau, là. On venait de commencer vraiment les milieux familiaux. Les CPE, évidemment, existaient depuis longtemps, mais c'était le début de l'essor du réseau. Il y a eu beaucoup de places qui sont faites avec Pauline Marois. Donc, ça s'était fait en 97. Donc, on était quand même dans une espèce d'explosion. Puis j'ai l'impression que peut-être au début, tout le monde voulait un peu prouver qu'on était des professionnels. Puis qu'on avait un programme éducatif. Même ça, c'était un peu nouveau, tu sais, vraiment l'application du programme éducatif. Puis j'ai l'impression qu'en voulant un peu se prouver, on s'est un peu égaré. C'est-à-dire, on est un peu allé dans les choses où on pouvait démontrer. Comment on démontre en petite enfance, mais c'est souvent avec faisant des bricolages, en montrant qu'on fait des activités, en faisant des choses tangibles. Quand la qualité éducative, la vraie qualité éducative, selon moi, passe par tout ce qui est pas tangible pratiquement. Passe par les interventions, passe par la relation, passe par tous les petits moments que personne va voir dans la journée. Donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup ce qu'il y avait. En tout cas, moi, j'étais jeune en plus à ce moment-là. J'ai ouvert mon milieu à 21 ans. Je sortais du cégep. J'étais pas à la même place où je suis maintenant. Donc, c'est certain qu'il y avait beaucoup ça. J'ai l'impression que on jouait un peu à être éducatrice. Puis on l'est devenu au fil du temps. Mais j'ai l'impression que c'était très différent la façon dont l'éducation à l'enfance était vue. Je lisais un autre endroit qui disait si on compare, excusez, c'est mon chat, si on compare avec la compréhension des mathématiques, par exemple, ben, la compréhension des mathématiques, ça fait des années, des années, des centaines d'années que c'est perfectionné, que c'est vu, que c'est compris. Puis même à ça, il y a encore des choses qui sont trouvées. Tandis que l'éducation à l'enfance, là, on est au début, on est dans l'essai-erreur du début. Donc, c'est normal que le réseau soit hyper en évolution parce que maintenant, il commence à être un peu plus mature, tu sais, puis on commence à mieux comprendre. Puis on commence à mieux comprendre avec les neurosciences, puis on commence à plus être formé comme réseau aussi. Donc, c'est aussi pour ça que ça change beaucoup, là.
Mhm. Parce qu'on a aussi moins, euh, j'ai l'impression, moins cette tendance-là à vouloir démontrer comme il y avait au début. Dans le concret, tu dirais, tu sais, mettons, juste, tu me partages souvent des photos de ton milieu en 2002 versus en 2024. Tu veux-tu nous décrire un peu, là, physiquement, qu'est-ce qu'on voyait chez toi en 2001 versus en 2024? Alors, en 2001, en deux, je vais dire en 2005 parce que c'était encore, j'ai l'impression qu'en 2001, c'était un peu moins. Puis après ça, t'accumules puis t'achètes un peu. Tu vas un peu dans les allées des grandes chaînes. Puis ben les jouets souvent qu'ils proposent sont de base. Donc c'est un peu ça qui composait la salle de jeu, c'est-à-dire beaucoup de couleurs, beaucoup. Alors, on peut finir ça comme ça, c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de couleurs, il y avait beaucoup de choses sur les murs. On avait l'impression qu'on voulait tout faire en même temps. Parce qu'on se faisait dire aussi, puisqu'on lisait qu'il fallait faire tellement de choses dans une journée pour stimuler les enfants, qu'on avait l'impression qu'il fallait tout faire en même temps. Donc, on mettait tout en même temps. Le résultat, c'était beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit, beaucoup plus de conflits entre les enfants, évidemment. Euh, Tandis que maintenant, c'est beaucoup moins, beaucoup plus de neutres, beaucoup plus de matériel libre et polyvalent où les enfants vont pouvoir se mettre en action, beaucoup plus d'espace, un horaire. Nos journées sont remplies, mais pas chargées. On n'a pas on n'appelle même pas ça un horaire, on appelle ça un rythme. C'est-à-dire, on arrive au dîner quand on arrive au dîner, puis on se couche pas exactement toujours à la même heure. On se couche quand notre routine nous a amenés là. Puis quand on a moins d'enfants, souvent, on se couche un peu plus tôt. C'est pas grave, on se lève un peu plus tôt. C'est des détails dans la vie, là. Donc, on a un rythme qu'on suit. Puis ça, tout ça, ça se on le voit dans l'aménagement. Le changement de rythme a changé l'aménagement, le changement d'aménagement a changé le rythme. Les deux sont venus vraiment ensemble. Il n'y en a pas un qui est venu avant l'autre. Les deux sont venus ensemble. En changeant les deux, euh, c'est venu avoir une influence. Donc, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, mais on voit l'impact que ça a sur la dynamique de groupe énormément, sur la richesse des relations, sur la richesse de la dynamique, même sur nous les évidemment c'est à petite échelle, je peux juste voir ce qui se passe dans nos groupes, mais on a vu des impacts sur le développement global des enfants aussi, des impacts positifs sur le développement global des enfants. Donc, on se rend compte qu'on n'avait pas besoin de cette surstimulation-là, qui était aussi beaucoup de faire semblant d'être des mini-maternelles, là, parce que c'est aussi ça qu'on avait comme, euh, comme repère. Puis il faut pas oublier que à ce moment-là, hein, on avait un peu moins d'Internet. Là, en 2001, on avait beaucoup moins d'exemples. Donc, c'était plus difficile de voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs ou d'aller piger un peu ici et là ou de voir des façons de faire différentes. Tout ce qu'on avait accès, c'est ce qu'on avait tout près de nous puis ce qu'on avait vu. Donc, c'est ce qu'on reproduisait. Fait que même dans la façon que tu animais des activités, ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu étais beaucoup dans, on va dire, de la prématernelle? Oui, totalement. J'animais des activités. C'est exactement ça. C'était animé, c'est-à-dire que c'est l'adulte vraiment qui dirigeait puis les enfants faisaient là. Je peux pas je peux difficilement expliquer ça autrement. Euh, Tandis que maintenant on est dans les jeux libres puis l'adulte soutient. C'est-à-dire qu'avant l'exemple que je donnerais, c'était j'étais la locomotive qui tirait mes wagons là. Puis mes wagons allaient où est-ce que je décidais qu'ils allaient. Ils faisaient qu'est-ce que je décidais qu'ils faisaient. Tandis que maintenant, c'est plus moi qui est dans la locomotive. Maintenant, j'ai 6 petites locomotives différentes. Mon rôle, c'est pas d'aller les tirer. Mon rôle, c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Mon rôle, c'est de les soutenir, m'assurer qu'il peut rester des cailloux sur leur route, aucun problème. C'est important de gérer des problèmes, des frustrations et tout, mais de faire en sorte que d'aménager un peu pour qu'il n'y ait pas une barrière dans leur chemin ou de faire attention ou de regarder à rendu où ma locomotive pour voir c'est quoi son prochain défi qu'elle va rencontrer puis aller l'aider pour qu'elle soit capable de le franchir. C'est une grosse différence entre les deux façons d'intervenir. Fait que t'étais du genre, mettons, OK, tout le monde à la table, on va faire un bricolage, voici le Oui. modèle, vous avez des petits morceaux de papier de soie, on va chiffonner ça, on va mettre dans la colle, mettre sur le chose. Et là, Oui, maintenant, oui. une activité chez toi maintenant, mettons, quelque chose dans le même genre, mais pour qu'on aille une Oui. comparaison, là. OK. Admettons, je vais prendre à la Saint-Valentin, on vient de faire à la Saint-Valentin. Euh,
je vais prendre la Saint-Valentin d'il y a longtemps. Ce qu'on aurait fait, c'est si j'avais décidé qu'on faisait un cœur avec des petits papiers bouchonnés, mais il y aurait chacun eu un cœur déjà découpé avec des petits papiers bouchonnés, peut-être déjà bouchonnés, qui aurait collé, puis qui aurait fait jusqu'à temps que le cœur soit rempli. Puis sinon, s'il n'était pas rempli assez vite, je serais probablement allée l'aider. Donc, à la fin, tout le monde aurait eu un beau cœur, pas mal pareil à faire. Cette année, ce que j'ai proposé à la Saint-Valentin, ça restait un cœur. Il était aussi prédécoupé parce que je les avais découpés. Parce que ça aussi, j'aime bien le partenariat d'équipe avec l'enfant, là. Ce que je leur ai proposé, premièrement, c'était pas tout le monde assis à table. Viens, on va s'asseoir à la table. Je l'ai proposé en invitation. Ils sont tous venus pareil. Mais il aurait pu aller faire autre chose, puis ça m'aurait pas dérangé, là. C'était correct dans la façon de faire. On a fait des boîtes de chocolat. Pour jouer, ils ont déjà une boîte de chocolat en cœur. C'est pour ça que j'avais pris le cœur, qui les intéresse super gros. Donc, j'avais sorti du papier brun, j'avais sorti du papier d'autres couleurs aussi. Il y avait des ciseaux, il y avait de la colle. Puis moi, ce que je leur ai proposé, c'est vous pourriez faire des cœurs en chocolat. Puis on pourrait écrire les saveurs que vous mettez dans votre boîte. Pour ça, vous pouvez aller jouer au coin jeu de rôle avec votre boîte de chocolat si vous voulez, ou la ramener à la maison. C'est-à-dire laisser beaucoup de choix aux enfants dans comment ça va se passer. Puis ça, c'était pas non plus assis. J'aime pas. Je propose très, très peu d'activités de ce genre-là. J'aime pas quand ça se fait qu'on est assis à table puis qu'on reste assis à la table. Donc, déjà, les chocolats et les cartons étaient dans une autre pièce. Les cœurs étaient dans une autre pièce. Il y avait du mouvement. Il y avait aussi de la musique. Pas trop quand même, pour faire attention de ne pas surcharger les enfants. Il y avait de la musique adéquate, à un son adéquat. Donc, il y avait du mouvement. Ils venaient acheter leur chocolat, puis faisaient semblant de les faire fondre, puis ils découpaient. Puis après, il y en a qui m'ont dit des saveurs, il y en a qui m'ont pas dit quelle saveur aussi. Puis, il y en a un qui a découpé son cœur. C'était pas grave non plus. L'important, c'était juste de vivre un projet ensemble qui était agréable. Des enfants qui ont découpé parce que c'est ça qu'ils faisaient dans leurs intérêts. D'autres enfants qui étaient plus dans la créativité. D'autres enfants qui étaient plus dans le jeu symbolique. Puis chacun allait chercher ce qui répondait à leurs intérêts dans cette activité-là. Fait que je pense que une nuance importante aussi, c'est à quelle fréquence, mettons, tu proposes des propositions comme tu viens de décrire. Pas beaucoup. Des propositions comme je viens de décrire, on est à un par mois, là. Moi, je propose vraiment, vraiment peu. On a un petit cercle le matin d'à peu près 15 minutes où on chante des comptines, où on les chante de différentes façons. C'est vraiment un moment routinier pour être un moment sécurisant. Particulièrement si on a des enfants qui sont anxieux ou quelque chose qui ont vraiment besoin d'un ancrage dans leur journée. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe pas tous les jours, encore une fois, on se garde du lousse. Hein. Toujours, jamais en petite enfance, c'est rare que ça s'applique. Donc, on fait ça. Parfois, on continue avec une mini-activité d'exploration sensorielle, un peu du type iScope, ou quelque chose d'éveil à l'écrit, ou quelque chose de très, très, très court. Puis après, ils sont en jeu libre. Mais des invitations, je dirais que c'est assez rare qu'on en fait. Sinon, ça va être par du matériel. Par exemple, sortir de la gouache avec peut-être des paysages d'hiver. Là, on est dans l'hiver, on est presque dans le printemps, mais sortir quelques paysages d'hiver avec la gouache, puis ensuite, peut-être ça va vous inspirer, peut-être que vous allez vouloir faire la visite chez le dentiste si ça vous regarde. Mais, certaines invitations comme ça. Sinon, je m'en garde, je reste pas mal autour du jeu libre. Puis dans le programme éducatif, il faut penser aussi que la collation, c'est une activité. L'histoire, si on raconte un récit, c'est une activité. S'habiller, c'est une activité, c'est considéré comme tel parce que les enfants sont obligés de le faire au moment où tu veux, pas mal dans le genre que tu le veux. Puis on va dehors aussi, on peut être en libre dehors, mais si on va en promenade, c'est une activité aussi. Donc, tout ce que les enfants sont obligés de faire, c'est des activités. Donc, on a beau dire on fait pas d'activité de groupe, en bout de ligne, on en fait des activités de groupe. Même la sieste peut être considérée comme une activité pratiquement. Donc, ça passe beaucoup par ces moments-là, par ces petits moments quotidiens-là aussi. Ouais. Puis c'est ça. Je trouve que quand on passe de une ou deux par jour à une par mois, on peut la garder, notre activité qu'on aime tellement. Puis ces moments-là, ils peuvent avoir leur place dans notre milieu de garde, dans notre vie. Par contre, quand tout tourne autour d'elle, je pense que c'est là qu'il y a un équilibre à retourner chercher. Je pense que la plus grande différence qu'on a eue, nous, c'était vraiment, comme tu dis, dans l'obligation. C'est-à-dire, on avait une ou deux activités planifiées par jour, puis on s'y tenait. C'est-à-dire, si on la faisait pas, on voyait ça comme un échec.
Si les enfants la faisaient pas comme on l'avait envisagé, on voyait ça comme un échec. Tu sais, puis souvent, les activités, on les planifie. Parfois, ça demande de l'investissement. Il faut aller acheter des choses. Il faut préparer des choses, soit de l'investissement de temps ou d'argent. Puis, des fois, on se retrouve devant des enfants qui avaient pas d'intérêt pour ça, qui se dépêchent en 2 secondes de la faire, puis qui veulent aller jouer. Puis, on les comprend. Mais on était quand même devant une frustration de, mais voyons, j'ai fait tout ça, puis vous voulez pas. Puis ça, c'était vraiment un sentiment qui revenait beaucoup et qui est plus dans mon quotidien. Vraiment plus. Puis, c'était aussi de se dire, si on avait des enfants malades, c'est plus difficile d'être flexible. Non, fallait faire notre activité ce matin. Puis c'est ce que le parent était attendu. Nous, c'était même écrit sur le calendrier du mois quelle activité on ferait chaque jour au début du mois. Donc, ça aussi. Qu'est-ce que ça envoyait comme regard aux parents face au programme éducatif? Si on avait des parents qui devaient venir porter leur enfant plus tard pour une raison ou une autre, ben souvent l'enfant arrivait pendant l'activité, là, qu'est-ce qu'on faisait? Là, ça dérangeait. On avait l'impression d'être souvent dérangé dans notre journée parce qu'on manquait tellement de flexibilité. Après, on a changé un peu notre façon de faire. On faisait nos activités par mois, mais on appelait ça des projets du jour ou des défis du jour. Puis chaque matin, on décidait c'était lequel sur notre planification qu'on faisait. Mais même à ça, on manquait un peu de flexibilité parce que on était encore à devoir le faire. On avait l'impression de devoir le faire. Puis si on n'en faisait pas cette journée-là, c'est comme si on n'avait rien fait. Puis après, on a complètement arrêté de le faire. Puis on a vu une grande différence dans la qualité de nos journées, qui devenaient à ce moment-là remplies de plein de choses, puis de plein de moments, puis plein de trucs, mais de trucs significatifs, puis de moments significatifs, plutôt que moments que moi, adulte, j'avais décidé. Mhm. Fait que t'expliques super bien ce que c'est la pédagogie émergente, puis j'invite les gens à Ouais, aller écouter notre épisode. J'ai fait un épisode avec Hilary Renaud sur la ouais. pédagogie émergente. Je vous invite à aller l'écouter. Si on revient à la qualité éducative, est-ce que tu trouves que ce sont des vagues? Bon, c'est la mode de un, la mode de l'autre. Après ça, c'est la pédagogie nature. Après ça, c'est le multi-âge. Après ça, c'est les groupes doubles. Est-ce que tu trouves que c'est juste des vagues ou si tu sens vraiment qu'il y a une progression et une amélioration dans la qualité? J'ai l'impression qu'il y a une amélioration, là. J'ai l'impression que le réseau évolue présentement. J'ai l'impression que ça évolue aussi par vague de mode. Pinterest a amené beaucoup d'ouverture, j'ai l'impression, sur d'autres pédagogies. En tout cas, moi, sur certaines collègues, discussions que j'ai eues, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui venaient de Pinterest à la base, où on a vu, qu'est-ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Évidemment, sur Pinterest, on peut aussi voir de beaucoup de choses. Mais c'est certain que ça vient par vague. Ça vient beaucoup avec les formations qui sont offertes aussi au réseau. Hein. Il n'y a pas beaucoup de formations offertes au réseau. Veux pas, ça suit aussi ça. Hein. Et souvent, quand on finit une formation, après, on a l'intention de s'en aller un peu dans cet angle-là. Mais j'ai l'impression que dans chaque vague, on retient un peu, un coup que la vague est passée, j'ai l'impression qu'on retient toujours un peu quelque chose. Comme là, il y a eu beaucoup de vagues de pédagogie nature récemment, ce qui était super bien. J'ai l'impression que dans certains moments, les filles semblaient un peu que c'était un peu, oh non, c'est trop extrême, donc je vais pas commencer. Après ça, j'ai l'impression que la vague s'est calmée puis qu'il y a eu plus oh non, mais c'est correct, là, si vous n'avez pas de forêt, vous pouvez quand même faire la pédagogie nature, parce que j'ai l'impression qu'au début, plusieurs comme moi qui n'ont pas accès à une forêt, on sentait, oui, mais on peut pas, là, on se sentait moins impliqué. Mais après que la vague soit passée, j'ai l'impression que les milieux vont beaucoup plus dehors. C'est peut-être juste une idée, mais j'ai l'impression que oui. Bon, avec toute l'amélioration des habits imperméables qui sont arrivés sur le marché, c'est certain que ça l'a aidé, là. Il y a aussi ça, il faut avoir les outils pour l'appliquer. C'est la même chose pour Montessori. Il y a quelques années, Montessori, j'ai l'impression, est beaucoup arrivé au Québec. Ont été mal compris. Parce que beaucoup s'imaginaient que c'était des plateaux ou qu'ils voyaient pas toute la pédagogie qu'il y avait en arrière, puis toute la façon de présenter les ateliers, puis la façon d'intervenir qui était tellement différente et tellement pertinente sur beaucoup de points. Puis j'ai l'impression que là, petit à petit, ça vient se greffer, puis ça vient s'améliorer un peu les pratiques éducatives, puis ça vient un peu faire évoluer le réseau. J'ai l'impression que c'est beaucoup de petites choses qui viennent s'additionner. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de majeur qui est arrivé dans le réseau qui a fait l'évolution. J'ai l'impression que c'est vraiment l'addition du réseau qui mature. Effectivement. Puis,
Je pense que tu es un peu comme moi. Je suis pas du genre à appliquer une pédagogie pure et dure dans Non. moi, je suis du genre à aller chercher un peu partout. Puis je pense que ça, c'est un signe de qualité éducative. C'est de dire que le centre de mon milieu de garde, c'est moi. C'est mon jugement. Et toutes les petites éducatrices dans leur milieu, les petites. Tous Toutes les petites éducatrices! non, c'est vraiment pas ça que je voulais dire. Chacune des éducatrices dans leur milieu de garde sont le centre de leur milieu. Et ensuite, quand tu es dans un milieu de qualité, c'est que l'éducatrice, elle va être à l'affût de ce qui se passe, mais elle sera pas aveuglément dans une pédagogie. En tout cas, c'est la façon que je le vois, c'est qu'elle va aller chercher un petit quelque chose de Montessori. Elle va connaître ce qui se passe, même ce à quoi elle adhère moins. Elle va connaître qu'est-ce qui se passe, puis elle va aller chercher un petit peu dans chaque. Oui, tu expliques très bien, c'est ça. C'est de connaître aussi, même ceux avec quoi on est un peu moins d'accord, mais de le connaître, de savoir que ça existe. Et aussi, peut-être qu'à ce moment-là dans ta vie, t'es peut-être pas d'accord avec ce point-là. Peut-être que dans 10 ans, ça va te revenir puis tu vas être d'accord. Moi, je me souviens au début, quand j'ai commencé, j'avais lu quelque chose sur, justement, sur Montessori où je me disais, oui, mais ça fait pas de sens! Puis c'est maintenant des choses que j'ai dans mon milieu, tu sais. Mais à ce moment-là, avec les connaissances que j'avais, avec la façon où j'étais rendue dans mon évolution en tant qu'éducatrice, j'étais pas rendue à le comprendre. Donc j'avais besoin de plein d'autres bases, plein d'autres fondements pour en venir à le comprendre, ça aussi. Donc ça, c'est super important aussi à savoir. Puis comme tu disais, de prendre un peu partout pour avoir un milieu qui nous ressemble, c'est aussi beaucoup sur l'authenticité. Parce que si tu fais des actions éducatives que tu comprends pas, que tu sais pas pourquoi, que tu sais pas vers quoi, que tu sais pas comment, que tu fais juste parce que ta collègue l'a fait, parce que tu as lu quelque chose ou que tu as vu quelque chose qui parlait de ça, tu vas pas l'appliquer comme il faut. Tu vas te créer des stress tellement inutiles, puis les enfants là, vont le ressentir énormément, puis vont pas réagir de la façon dont tu voudrais face à ça. Parce que la première chose qu'il faut être avec des enfants, c'est être authentique. Si t'es pas authentique puis tu joues un jeu, là, tu vas pédaler dans le vide longtemps. Tellement. Puis, tu sais, je pense que avoir une éducatrice engagée dans intentionnelle, tu sais, une éducatrice qui connaît qu'est-ce qui se passe puis qui choisit tout qu'est-ce qu'elle fait, l'éducatrice va être intentionnelle. Puis ça, Ouais. pour moi, c'est vraiment un mot d'ordre. Puis quand j'essaie de guider des parents vers le choix d'un milieu, euh, j'essaie de leur faire un peu refléter ça. Est-ce que tu sens qu'elle est engagée? Est-ce que tu sens que qu'est-ce qui se passe chez elle, c'est intentionnel? Est-ce que c'est des choix qu'elle fait? Ou c'est plus, ben, il arrive ce qui arrive. Oh, j'ai pas le temps de faire ça, fait que je fais ça. Ou, ça, je peux pas. Tu sais, beaucoup dans qu'est-ce qu'elle peut pas faire versus dans qu'est-ce qu'elle peut faire. Je pense qu'il y a une Ouais. différence, puis il y a quelque chose à observer là-dedans. Dans l'intention, dans l'engagement envers ce qui se passe chez elle. Mais moi, le conseil que je donne parfois à des filles qui me posent des questions, c'est ça a toujours l'air un peu intense, mais prends tous les moments de ta journée, là, ou prends en tout cas certains moments de ta journée, sinon ça va être très long. Es-tu capable de me décrire en 10 minutes ou en 2 pages pourquoi tu l'as fait ça? Pour quelle raison? C'est quoi la raison derrière? Parce que si t'es pas capable de me l'expliquer, c'est parce que tu l'as pas fait justement de façon intentionnelle. Est-ce que tu l'as fait parce que tout le monde fait ça, parce que tu as toujours fait ça, parce que c'est comme ça que tu penses qu'il faut le faire. Tandis que si tu le sais, de quelle façon tu commences ta sieste, par exemple? De quelle façon est-ce que tu accompagnes les enfants au début du dodo? Tu es capable de m'expliquer pourquoi en groupe, pourquoi avec cet enfant-là, pourquoi avec cet enfant-là, pourquoi avec cet enfant-là, qui sera probablement pas la même façon. Donc, si tu es capable de me l'expliquer, déjà, ça me démontre que tu fais ça consciemment. Parce que si tu peux pas m'expliquer comment, ben c'est un petit signal d'alarme qui dit ben peut-être que tu devrais te pencher puis refaire ta réflexion à ce moment-là. Peut-être que tu vas te rendre compte que c'est le dîner que tu fais de façon totalement automatique. Puis peut-être que tu vas voir comme ça à quel moment est-ce que tu devrais peut-être prendre plus de temps pour savoir pourquoi, pour savoir les raisons derrière ou pour aller chercher de l'information pour pouvoir améliorer ce moment-là. Je voulais te parler aussi de formation. Est-ce que
Est-ce que c'est un gage de qualité absolu? Est-ce qu'une éducatrice formée est nécessairement meilleure qu'une éducatrice non formée? Je me mets dans la peau d'un parent, mettons, qui cherche un milieu de garde, là, qui doit choisir un milieu de garde. Est-ce que ça devrait être comme, ben, elle est formée nécessairement à ce qu'elle fait ou elle est pas formée, moi je vais pas là? Ben, ça, c'est le grand débat. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons, il y a tellement de choses dans cette question-là. Évidemment, il y a des éducatrices qui sont pas formées, puis qui par leur expérience de vie, par leur lecture, par leur expérimentation, offrent des super beaux milieux de qualité. Il y a d'autres milieux, d'autres éducatrices formées qui peut-être qui ont une formation qui était il y a plus loin, peut-être que dans la formation on fait de moins de réflexion, qui offrent des milieux de moins de qualité. La formation, c'est-à-dire, c'est pas un gage de qualité. Ça fait pas automatiquement, mais si on prend globalement, mais oui, la formation, ça améliore. Si moi, je suis une super bonne cuisinière, là, je peux être une super bonne cuisinière. Mais si je vais à l'école de cuisine, bien évidemment que je vais en sortir de là avec des meilleurs outils, des meilleures façons de faire ma mise en place, des meilleures façons d'être efficace. Beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'éventails sur qu'est-ce qui est possible de faire dans ma cuisine. Puis pour après ça, prendre les meilleurs choix pour ma réalité. Donc, c'est sûr que la formation, ça va nous amener ça, ça va nous amener beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de bagages. Mais ça ne nous amènera pas tous les bagages. Hein, évidemment, il y a certaines choses de base là qui vont être importantes parce que beaucoup, quand on est en travail relationnel, ben, il y a beaucoup de compétences qui sont des compétences personnelles, qui sont plus difficiles à acquérir que des connaissances. Donc, il faut aussi les avoir. Donc, la formation aussi apporte un autre regard sur toi en tant qu'éducatrice. Moi, j'ai pas fait la formation en éducation à l'enfance, je l'ai fait en éducation spécialisée, ce qui est un peu différent. Mais nous, dans notre technique, la première année, même pratiquement les 2 premières années, tout ce qu'on faisait et tous les cours étaient juste sur nous. On n'était même pas sur la clientèle, c'était juste sur nous. Comment on gérait notre créativité, comment on gérait nos émotions, comment on réagissait face à... C'était juste ça. Donc, on apprenait beaucoup à se connaître nous pour après pouvoir faire le reste, pouvoir être en intervention à ce moment-là ou en relation d'aide parce que nous, c'était ça. Mais c'est beaucoup ça aussi que la formation va venir amener, mais peut-être que quelqu'un a fait ce travail-là autrement dans sa vie. Donc, c'est pas, je dirais que c'est pas un gage assuré. C'est pour ça que c'est super difficile parce qu'en travail relationnel, on peut pas quantifier comme, ben, est-ce que tu es un bon comptable ou pas un bon comptable. C'est difficile de quantifier pour quand on est en travail relationnel. Effectivement. Puis tu sais, je pense que il y a beaucoup là-dedans qui est au feeling, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est une personne, tu sais, que je sens qu'on est sur la même longueur d'onde? C'est comme une question de chimie aussi, notre dynamique relationnelle, tu sais. Je pense à, mettons, des psychologues, là. Ils peuvent être aussi compétents sur papier, mais dans les faits, il y a quelque chose qu'il faut que ça clique. Ouais. Fait que par exemple, le parent là, qui doit aller fouiller, tu sais, si, ah, elle, j'ai tellement eu un bon contact, mais elle a pas de formation. Hey, c'est pas grave qu'elle a pas de formation. Si ton contact est bon, si tu laisserais tes enfants les yeux Ouais. fermés, tout ça est tellement important. Puis, comme tu dis, il y a d'autres façons que de la formation officielle pour aller te chercher Ouais. du bagage, faire ton travail. C'est-à-dire, tu sais, il y a personne qui va te donner un diplôme parce que tu as lu 25 livres sur l'éducation, là, mais je te confirme que si tu as lu 25 livres sur Ouais. l'éducation, t'es dans le bon headspace, là, tu sais, t'as fait le travail, tu sais. Tu sais, puis peut-être que tu as eu aussi des mentors, des gens autour de toi qui t'ont vraiment fait évoluer. D'autres exemples de milieux euh, qui vont pas être dans la formation officielle, mais qui étaient une sorte de formation quand même. Puis comme tu disais avec les parents, avec le lien qu'on a, ben c'est un des bons points du milieu familial, là, je trouve, là, c'est-à-dire que le parent peut choisir son éducatrice Mhm. pour faire une relation à long terme aussi. Puis oui, ce qui est important, c'est ça, est-ce que ça passe? Parce que je peux avoir un super bon milieu qui est super bien pour le parent A, mais si le parent B a des besoins différents, une vision d'éducation différente, ben peut-être que mes services, puis la façon dont j'offre mes services va pas lui correspondre, puis il serait mieux dans l'autre milieu qui est chez ma voisine, qui est aussi un bon milieu, mais si nos milieux sont totalement différents. Donc c'est important que chacun un peu trouve un milieu qui répond à ses besoins, qui répond à
à ses valeurs aussi, puis à sa façon d'envisager la petite enfance. Sinon, encore, on vient au stress répété, aux frustrations répétées, qui reviennent sans arrêt, puis qui vont venir par décourager les deux côtés, là. Effectivement, c'est pas bon pour personne. Tu parlais de l'installation. C'est vrai que quand on choisit une installation, souvent on a une rencontre avec la directrice ou bon, la conseillère pédagogique. Et là, on a une espèce de feeling avec cette personne-là qui malheureusement sera pas la personne qui va s'occuper de notre enfant, tu sais. Je Mhm. trouve que c'est quand même difficile parce qu'après ça, ben là, ils ont une équipe de, tu sais, 20, 25 éducateurs, puis dans ta journée, ton enfant, il va en voir comme 5. Fait que on va souhaiter que ça soit tous des gens bien intentionnés. Ben, bien intentionnés, je pense oui, Ouais. mais c'est-à-dire formés, adéquats, tu sais, engagés dans la qualité éducative. Je trouve qu'il y a quand même un grand défi quand tu choisis une installation. Oui, c'est certain que ça demande un lâcher-prise différent. J'ai l'impression que ça vient aussi chercher des parents qui ont des besoins différents. Euh, des fois, ben aussi parce que l'installation apporte d'autres choses. Puis je sais qu'il y a beaucoup de parents qui aiment aussi ça, que l'enfant ait plusieurs adultes au cours d'une journée pour peut-être amener une différente façon d'intervenir ou une flexibilité différente. C'est certain que moi, en ayant mon menu familial, une de mes raisons, c'était pour avoir justement une espèce d'ancrage émotionnel, là. C'est-à-dire pour que l'enfant vive beaucoup avec le même adulte. Certains, c'est une vision totalement différente, puis j'ai l'impression, c'est ce que la clientèle du milieu familial recherche aussi. Mais ça veut pas dire que la clientèle qui choisit une installation fait des mauvais choix, là. C'est vraiment pas ça. C'est une façon différente de voir la petite enfance. Puis c'est correct. Moi, j'aime beaucoup que le réseau soit différent, qu'il y ait plusieurs offres de milieux éducatifs pour justement venir rejoindre un peu tout le monde. Ça, je trouve que c'est vraiment la richesse de notre réseau. Oui, effectivement, parce que chaque milieu a un peu sa couleur, a un peu Ouais. tu sais, son teint pour répondre justement à différentes envies puis offrir des choses différentes aux enfants. Mais tu as raison que moi aussi, je suis une grande fervente de la stabilité. Je trouve ça bien, tu sais, que le parent en milieu familial puisse vraiment rencontrer la personne, Mhm. rentrer dans sa maison, sentir son énergie. Puis tu sais, j'ai envie de dire, j'en lis souvent des parents, tu sais, qui, je suis pas sûre de envoyez pas votre enfant dans un milieu où Non. vous vous sentez pas bien. C'est vraiment quelque chose d'important. Euh, je comprends là, qu'à un moment donné, il faut aller travailler, là, mais si vous pensez qu'il y a des affaires qui se passent dans le milieu de garde, si vous avez peur en laissant votre enfant, changez de milieu. Oui. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Si tu as Oui. peur, si tu as l'impression que peut-être qu'elle change pas du tout de couche de la journée, mais pourquoi tu l'envoies là? Tu sais, pour moi, il y a quelque chose de d'un peu Ouais. aberrant de dire t'es pas obligé d'accepter là, le manque de qualité éducative dans ton milieu. Les parents ici au Québec ont le choix. Je comprends là que c'est pas facile avec la pénurie, mais la sécurité et la santé des enfants, même leur sécurité émotionnelle, là, si t'as Oui. l'impression qu'il se fait crier après, t'as l'impression que tu sais, il y a des discussions à avoir, puis j'ai envie que les gens prennent tout l'ownership qui leur revient par rapport au choix de leur milieu. Euh, Ensuite, je voulais te parler, excuse-moi, je regarde mes notes. Qu'est-ce que tu dirais qui influence le plus la qualité éducative dans une garderie? Ça serait quoi, dans tes critères, les tops que tu dirais à surveiller, mettons, quand un parent choisit son milieu de garde ou toi, si tu regardes différentes garderies, qu'est-ce qui va aller te chercher puis te mettre la puce à l'oreille? Ça, c'est un bon milieu de garde. Ben, je dirais que la première chose, la plus évidente, puis qui est quand même assez facile à voir, c'est est-ce que l'éducatrice a l'air de vouloir être là. Est-ce que l'éducatrice va être heureuse? Est-ce qu'elle a l'air de vouloir faire ce travail-là? As-tu l'air d'être bien avec les enfants présentement? Est-ce qu'elle a l'air d'être disponible? C'est-à-dire vraiment, parce que c'est tellement important que l'éducatrice soit heureuse dans son travail. C'est certain qu'il y a des jours où on est plus fatigué ou peu importe, là. C'est correct, là. Mais c'est important que, par exemple, si je rencontre des éducatrices au parc ou peu importe, ils ont-tu l'air de vouloir être là avec les enfants? Est-ce que ça a l'air de les intéresser, ce que les enfants viennent leur dire? Ou est-ce que toutes les interventions qui sont faites sont des interventions pour faire cesser un comportement ou pour généralement pour faire cesser un comportement? Là, moi, c'est ce qui me dérange le plus. Euh, ou est-ce que c'est pour venir soutenir les enfants dans leurs apprentissages? Évidemment, des fois, il faut faire cesser des comportements, mais des façons de le faire,
Des fois, tu entends des éducatrices où c'est tout ce que tu entends. C'est-à-dire, je vais juste avoir ça. Si tu les écris, là, à la fin, tu vas juste avoir des ne pas, non, 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 non. Ça, pour moi, c'est un gros, gros drapeau rouge. Pareil, si l'éducatrice, à la première visite ou quelque chose, se plaignent des enfants ou des parents, mais ça, c'est des énormes drapeaux rouges, évidemment. Mais je te dirais que c'est ça. La façon dont l'éducatrice a l'air d'être bien dans son milieu, ça, c'est le premier point qui me fait dire il y a des chances que la qualité éducative soit au rendez-vous. Parce que si l'éducatrice est bien, si elle est disponible, si elle est authentique, si elle est heureuse, elle va être beaucoup plus disponible à accueillir les émotions des enfants, à les accompagner, à les observer, à les voir, à sauter sur les occasions parce qu'elle va aimer ça, son travail. Donc, quand on aime ça, c'est le fun d'être avec des enfants 0-5 ans, là. Je dirais c'est léger. Des fois, c'est pas toujours léger, là. Tout le monde a des petites périodes que c'est lourd, là. La période entre le dîner et la sieste, il n'y a pas une éducatrice qui va dire waouh, quelle légèreté! Mais c'est quand même, c'est pas quelque chose que tu te sens, mon Dieu, terriblement écrasé par ça. Ouais. Donc, je trouve que ça, c'est super important. Ensuite, un autre point que je conseille des fois, c'est parce que pour moi, la confiance, c'est super important. La confiance que l'éducatrice va avoir dans les enfants. Donc, une façon simple que j'ai essayé de trouver, c'est est-ce qu'il y a des livres à la portée des enfants dans la salle de jeu? Parce que je me rends compte qu'il y a une certaine corrélation entre la confiance qu'on apporte puis la qualité des livres qui vont être proposés. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait confiance que les enfants vont être capables de les manipuler ou est-ce qu'on a peur qu'on les range dans une étagère en hauteur? Est-ce qu'on offre des beaux livres ou on offre juste les vieux livres déjà déchirés puis on garde les beaux livres de bibliothèque dans une autre étagère? Pour moi, c'est un signe, ça. Sur est-ce que l'éducatrice est capable de gérer son groupe puis d'avoir une dynamique? Est-ce qu'elle a trouvé des solutions? Parce que des fois, on en a des enfants qui déchirent des livres, là, évidemment, puis on a des poupons, mais il y en a des tonnes de beaux livres qui se font en carton ou plastifiés. Ou il y a plein de solutions. Est-ce que l'éducatrice a trouvé des solutions ou elle a juste enlevé ce qui fonctionnait pas? Donc, pour moi, ça, c'est une façon facile de voir la dynamique d'un groupe. Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'ils sont pas en bon état, mais est-ce qu'ils sont de qualité? Pas nécessairement en bon état. Est-ce qu'ils sont de qualité, puis est-ce qu'ils sont à la portée des enfants en tout temps, même des petits? Pour moi, ça, c'est une façon super facile d'avoir un œil rapide là, sur la façon dont l'éducatrice va être en interaction avec la dynamique de son groupe ou en tout cas va gérer ses affaires. C'est vraiment très intéressant. C'est le fun qu'est-ce que tu dis parce que effectivement, je pense que peu importe, tu sais, mettons que demain là, je décide que je capote sur Montessori ou Waldorf, puis je décide que je change complètement ma philosophie ou c'est-à-dire mon ben, pas programme éducatif, mais mon application du programme éducatif. Je pense vraiment que chacun de mes parents me suivrait là-dedans, les yeux fermés. Parce que en qui ils ont confiance, c'est pas nécessairement dans. Ils m'ont pas choisi pour la pédagogie nature, ils m'ont pas choisi pour mon milieu au rez-de-chaussée. C'est toutes des choses qui ont contribué, mais le plus important, c'est qu'ils m'ont choisi pour moi, ma chaleur, mon énergie, mes interactions avec les enfants. Fait que t'as raison que je pense que les gens qui viennent chez moi me choisissent pour moi, puis après ça, sont prêts à me suivre dans peu importe où le vent m'amène, tu sais. Ben oui, parce que s'ils te font confiance à toi, ben ils font confiance à ton évolution. Donc, ben, tu sais, puis évidemment, on va être en communication avec les parents aussi pour expliquer les choses qui changent, les choses qui évoluent, les choses qui n'étaient pas comme avant. Par exemple, nous, on fait pas de cadeaux aux parents des fois, on fait des cadeaux aux parents à Noël, mais on fait pas de cadeaux aux parents ni aux enfants, généralement aux fêtes. Ben, c'est important d'expliquer aux parents, c'est pas parce que je me désengage, c'est pour telle raison, au contraire, qui vont être plus cohérentes avec la façon dont je vois l'éducation à l'enfance. C'est important aussi d'expliquer des actions éducatives, qu'une action éducative, c'est pas une activité. C'est pas parce que je fais pas d'activité que je fais pas d'action éducative, c'est le contraire. D'avoir enlevé les activités de groupe de ma journée, ça fait que je peux mettre beaucoup plus d'actions éducatives significatives, personnalisées pour les enfants. Donc, tout ça, c'est important aussi. C'est important de le communiquer. Puis, c'est important de communiquer par écrit, par photo, par vidéo, par différentes façons, où le parent va pouvoir être témoin des moments où il ne voit pas. Mais c'est aussi important de montrer aux parents qu'il y a plein de choses, justement, dont il ne sera pas témoin, qu'il ne saura pas dans la journée. Moi, j'ai commencé dans j'envoie toujours un petit résumé aux parents dans la journée.
à expliquer certains moments de la dynamique de groupe. Par exemple, là, j'ai recommencé à chanter une berceuse avant le dodo, de la poulette grise, où chacun choisit une couleur. Puis bon, c'est quelque chose que le parent verra pas. C'est super significatif pour les enfants. Comment ça se passait, puis qu'est-ce que les enfants, quelle façon ils faisaient, puis comment ils choisissaient habituellement. Donc, d'expliquer des moments de dynamique aussi, ça peut aider à faire comprendre. Ça peut aider à faire comprendre l'évolution aussi. Puis comme tu disais, si un parent a confiance en toi puis t'a choisi pour toi, ben il va te suivre dans ça, là, puis c'est tout, là. Mhm. Et c'est correct aussi qu'il garde un certain jugement. Ça se peut que ton évolution, finalement, soit plus avec leurs besoins ou leurs intérêts ou leurs visions. Mais ça aussi, c'est important d'avoir un bon partenariat qui va laisser l'espace d'une discussion avec le parent sur ce sujet-là. Si le milieu convient vraiment plus, mais comme tu disais, des fois, peut-être qu'un milieu parent doit changer de milieu, là. Mhm. Euh, ça m'amène à penser à la confiance aveugle. Je Mhm. vois beaucoup de milieux de garde qui s'attendent à une confiance aveugle. Puis bon, peut-être que c'est un sujet qui s'applique plus aux milieux familiaux parce que, bon, en installation, il y a une grosse équipe. Tu sais, fait que t'as pas vraiment une confiance aveugle, t'as confiance que la Ouais. personne, elle va être, j'ai envie de dire, diligente parce que, justement, il y a des gens qui la surveillent. En milieu familial, je vois des milieux qui s'attendent à ce que les parents leur offrent une confiance aveugle. Je sens pas que c'est sain. En tout cas, moi, j'ai jamais demandé une confiance aveugle aux parents. Je prouve à chaque nouvelle relation chez moi que les parents ou que je mérite leur confiance. Comment je fais ça? Premièrement, en les laissant rentrer dans ma maison, hein. Les parents peuvent venir à n'importe quel moment dans ma maison. Ils peuvent rentrer, ils peuvent passer un 15-30 minutes chez moi. J'ai pas d'enjeu. Bon, là, je dis pas que c'est noir sur blanc, faut que toutes les éducatrices soient capables, mais ça fait partie des façons que je démontre que le parent peut me faire confiance. J'ai rien à cacher. Ensuite, je communique beaucoup à l'écrit, par photo, au verbal. Je pense que la communication est vraiment un signe de qualité. Puis en début de relation, je communique extra. Ouais. J'écris, tu sais, un bébé qui est en intégration, là, mettons qu'il est rendu à 2 heures chez moi, là, il va y avoir des textos pas mal aux 45 Ah minutes. oui, oui. Ça va bien, j'y ai donné son biberon, il a accepté, ok, je donne des nouvelles. Je m'attends pas à ce que le parent fasse confiance aveuglément dès la première fois, me laisse son bébé, s'en va pour toute la journée pour 10 heures, puis pense plus à son bébé. Pour moi, c'est pas comme ça que je veux installer notre relation. Fait que c'est ça, beaucoup de communication. Je me suis jamais attendue à une confiance aveugle. Je trouve pas ça sain. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que tu dis là aux 45 minutes de texto en intégration, même pour les plus grands, oui, énormément. Puis évidemment, on demande avant aux parents est-ce que tu es d'accord à ce qu'on fasse ça? Parce que certains parents ont des travails qui ça fonctionne pas. Généralement, là, au début, de toute façon, les premières journées, le parent travaille avec quand même ça en arrière de la tête, donc ça sécurise. Mais oui, on envoie beaucoup de photos, de vidéos, que ça aille bien ou non, d'ailleurs, hein, dans les deux, faut être transparent. Donc oui, puis on continue longtemps. Pour certains parents, il faut vraiment continuer longtemps aussi là, pour que ça soit bien établi. Puis on n'arrête pas aussi après. On continue les années d'après. Si j'ai quelque chose à texter en milieu de journée, en milieu d'avant-midi, je vais le texter aux parents ou des fois même les enfants me disent peux-tu texter ça à mon parent? Puis c'est le fun aussi. C'est dans l'espèce d'interprétation que le parent reste le parent, même quand il est au milieu éducatif. Donc, c'est aussi ça, c'est lui permettre d'avoir une fenêtre sur la journée de son enfant. Tu sais, la petite enfance, c'est pas long, là, puis on passe un grand bout en milieu éducatif. Puis c'est correct, ils sont bien les enfants en milieu éducatif, là, mais veut pas, ça fait, le parent est pas témoin de ça. Donc, il faut être ses yeux, puis il faut être ses oreilles. Puis quand il y a des trucs cute ou drôles ou qu'on aurait aimé être témoin, nous, si ça va être notre enfant, c'est important de le transmettre aux parents. Puis pour la confiance aveugle, c'est tellement important, oui, de permettre aux parents d'être témoins du milieu. Euh, Par exemple, je me souviens une année où on avait un enfant qui venait de commencer, puis on avait vu qu'un adulte était passé plus qu'une fois devant notre cours, un adulte qui n'était pas là habituellement, qui n'avait pas la louche, là. On l'avait remarqué, on l'avait vu, on se disait bien qu'il y avait un lien.
Puis après ça, le lendemain, la mère a dit oui, j'ai envoyé la grand-mère pour passer devant parce que je voulais être sûre, mais je m'excuse. Mais non, m'excuse-toi pas, c'est absolument parfait. C'est génial que tu aies fait ça. C'est ça qu'il faut. Tu sais. Tu vois, tu me connais pas, là. Tu me connais un peu de par quelqu'un d'autre. Tu me laisses ton enfant toute la journée. Tu me laisses ton enfant jusqu'à 5 ans. Ben oui, surveille. C'est important. Parce que même si je suis reconnue, même si je suis formée, même si j'ai un milieu depuis longtemps, mais tu le sais pas. Pour toi, c'est nouveau. Donc, c'est super important de toujours garder ça en tête. Puis oui, moi, ça me dérange les éducatrices qui voient ça un peu comme un manque de confiance ou un manque de partenariat quand les parents font pas confiance tout de suite ou posent des questions ou veulent des informations sur différents sujets. Mais non, mais c'est important, c'est leur enfant. Au contraire, ça fait partie de leur responsabilité parentale. Puis toi, ça fait partie de ta responsabilité d'éducatrice d'aller accueillir leurs inquiétudes, d'aller y répondre, d'aller démontrer, d'aller prouver, puis de le faire vraiment sur le long terme. Effectivement. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, des parents qui me posent plein de questions, puis ça me stresse pas. Dans le sens, un parent qui pose des questions, bon, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans le tact, là. Tu sais, il y a des fois des parents qui sont un peu secs, puis c'est ça qui vient nous brusquer. Mais tu sais, un parent qui dit, ah, tu fais pas de bricolage avec les enfants? Ah, ça me brusque pas, ça m'ouvre une belle porte, puis moi, je suis Oui, très contente d'aller tout justifier, puis après ça, j'envoie quelques articles. Tu sais, j'aime ça avoir cette discussion-là perpétuelle avec le parent je suis là pour vous. Probablement, je suis un modèle expérimenté, là. J'ai envie qu'on ait cette discussion-là ensemble. J'ai envie que quand tu me vois intervenir, ça te donne un beau modèle, puis après ça, tu utilises ces trucs-là chez toi. Tu sais, quand les parents, ils rentrent, ils restent, ben, ça va arriver, là, que je vais avoir à gérer une crise devant un parent, puis, hey, j'ai rien à cacher, moi. Peu non, importe si c'est c'est un ça. beau comportement ou un pas beau comportement, tout ce que je fais est intentionnel. La façon que je gère la Exactement. crise, c'est intentionnel. Bon, probablement que j'ai déjà écrit un article là-dessus. Puis, je peux te faire une belle démonstration en live de comment j'accompagne un enfant en crise. Puis après ça, si tu as une crise chez toi, ben, tu auras eu un beau modèle puis tu vas pouvoir le reproduire. Tu sais, je trouve que ça fait partie de notre rôle aussi. Oui, puis si justement un parent est témoin de ça, d'une intervention que tu fais avec un enfant, sans nécessairement aller dans les détails sur quelque chose qui appartenait à cet enfant-là, d'aller expliquer c'est quoi l'éducation éducative que tu viens de faire. J'ai fait ça parce que ça, juste un petit rapide, puis ça revient à ce que je disais au début. Si tu sais pourquoi tu fais les choses, tu vas être capable de l'expliquer. Si t'es pas capable de l'expliquer, ben repose-toi des questions. C'est super intéressant. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. J'ai adoré notre conversation, puis j'espère te revoir pour un prochain épisode sur quelque chose d'autre. Parfait! Ben moi aussi j'ai bien aimé ça. Puis j'espère qu'il va y en avoir beaucoup des podcasts comme ça. C'est super intéressant. Justement, ça aussi, ça contribue à l'évolution du réseau. Merci. Bye! La première saison est une présentation de Bien chez soi Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. J'ai moi-même une aide familiale de Bien chez soi chez moi, une fois par semaine, puis c'est vraiment merveilleux. Elle m'aide pour les enfants, le ramassage, le nettoyage, les courses, la cuisine, le lavage, toutes mes tâches de maman, 4 heures par semaine. Ça fait vraiment une différence pour ma santé mentale. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut avoir le retour anticipé pour le frais de garde d'enfants. Donc, ça revient vraiment pas cher pour la différence que ça fait. La bienveillante qui vient chez moi, c'est une personne douce, tellement fine, flexible, aidante, travaillante. Je l'adore. Avant de travailler chez Bien chez soi, elle travaillait en restauration, elle était super stressée au travail, détestait ses boss. Je pense vraiment que cette job-là la met plus en valeur dans ses forces de maman. Elle est naturellement bonne pour comprendre la réalité des mamans, pour offrir son soutien. En plus, elle fait son horaire comme elle veut, selon les mandats qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas. Elle choisit son nombre d'heures par semaine. Pour vrai, je trouve que ça répond tellement à un besoin des jeunes familles. Puis c'est une job que j'ai souvent proposée à des amis mamans, peut-être en retour de congé maternité ou qui veulent une meilleure conciliation travail-famille, qui veulent peut-être se rapprocher de la maison. Je trouve sincèrement que c'est une belle entreprise, puis je suis vraiment super contente de vous les faire découvrir.
Vous pouvez les rejoindre au 514-666-0323 ou par courriel info-lavalrn@bienchezsoi.ca.